Vous m'entendez? Ouais, super. Bonjour, donc je suis Jean-Mac, je suis producteur et via la société de production Madfilm, on produit une série qui s'appelle Point de repère, qui passe sur Arte. On a passé la saison 1 l'année dernière, et donc 13 épisodes de 26 minutes. Et donc là, Arte va diffuser la saison 2 à partir du 8 octobre, et aussi rediffuser la saison 1. Et donc on repart avec eux pour une 3e saison l'année prochaine. Donc on fait tout ça sur Montpellier. Via le studio Triari qu'on a créé pour créer les images d'animation. Et voilà. Et donc, du coup, on a décidé de faire aussi, de passer à la réalité virtuelle parce que c'est de l'animation et c'est de l'histoire. Et on s'est dit qu'on avait tous envie de vivre des moments historiques comme si on y était vraiment. Et donc, du coup, on a proposé plusieurs sujets à Arte. Et donc, ils ont choisi Pompéi, qu'on va diffuser sur Arte 360 l'année prochaine. Donc là, on a commencé la production de cet épisode qui lui fait 8 minutes parce que la réalité virtuelle coûte plus cher à produire. Et donc, vous êtes à Pompéi le mauvais jour. Voilà. Et donc, vous subissez en réalité virtuelle ce qu'ont subi les habitants ce jour-là. Non, du coup, c'est vrai que c'est bien que vous soyez là parce qu'en fait, on a posé la question à Kim Ezerberg tout à l'heure sur la production de ce 360 Arte sur Pompéi. Et bon, voilà, il n'avait pas toutes les réponses. Donc, je vous repose les questions que je lui ai posées tout à l'heure. Savoir finalement quelle est la technologie employée. C'est-à-dire qu'on parle de réalité virtuelle. Est-ce qu'on part d'un relevé de terrain? Est-ce qu'on part de travaux d'archéologues, d'images existantes? Voilà, quelle est la chaîne de procédés qui vous permet d'aboutir à cette immersion, si je comprends bien, dans Pompéi le jour de l'éruption? Oui, alors en fait, on a à l'intérieur de cet épisode-là, il y aura des images réelles de Pompéi, donc en 360, telles que Pompéi est actuellement. Et ensuite, si vous voulez, on a une extrapolation en numérique, en 3D, reconstitution de la ville telle qu'on pense qu'elle était le jour J. Et donc, à partir de là, si vous voulez, vous avez une immersion à l'intérieur de cette ville. Et la matière première, entre guillemets, graphique, ça a été plutôt du relevé, ça a été plutôt de la photographie sur place. Comment vous êtes passé de l'existant aujourd'hui, c'est-à-dire plus grand-chose, enfin bon, j'ai visité Pompéi, à ce qu'a été Pompéi lors de l'Antiquité? Alors en fait, on part de ce qui reste aujourd'hui, hein, tout a été numérisé, et à partir de là, ça a été modernisé en suivant les indications des historiens qui font partie de notre équipe et qui travaillent sur tous les épisodes de Point de repère. Donc en fait, on a 4 historiens, et donc ces 4 historiens-là ont planché. Donc c'est un projet qui a intégré 4 historiens dans l'équipe de... Disons que ces 4 historiens sont là avec nous depuis le début de la série. Hein. Donc en fait, il fallait qu'on soit rigoureux pour donner des épisodes à Arte qui soient là. Donc les historiens sortent à chaque fois une synthèse d'environ 150 pages sur chaque épisode. Et à partir de tout ce qu'ils ont pu lire, de toutes les personnes qu'ils ont pu interviewer, et derrière le scénariste en tire son script, et derrière les historiens et lui discutent encore, parce qu'à un mot près parfois ça peut tout changer, hein, donc histoire d'avoir le plus de rigueur possible. Et même question que pour le webdoc qui vous a précédé, en termes de durée de production, en termes de... Donc vous avez dit qu'au final, le film faisait 8 minutes 8 minutes, oui. 8 minutes, ouais. Et on passe combien de temps à travailler comme ça avec 4 historiens, plus des développeurs, j'imagine, sur... Je dirais... les historiens ont déjà fait leur part, alors c'est assez compliqué à quantifier, parce qu'ils passent d'un épisode à l'autre comme ça, donc dès qu'ils en ont fini un, ils passent à l'autre. Mais sans compter ce que font les historiens, nous on va passer 2 mois sur l'épisode en lui-même. Voilà. À titre de comparaison, un épisode de 26 minutes en réel est fait en 1 mois et demi. 26 minutes, 1 mois et demi. Là, en réalité virtuelle, 2 mois pour 8 minutes. Donc ça va, mais 26 minutes, combien vous dites? 1 mois et demi pour 26 minutes. En classique. Télé? Ouais, en télé. 1 mois et demi, parfois plus quand même, non? Enfin,
Non, je sais pas, moi j'ai travaillé à 52 minutes, ça a duré 2 ans, donc s'ils font des 26 minutes en un mois et demi, bon, c'est peut-être moi qui suis lent, mais... Ouais. Non, ouais, nous c'est ce qu'on fait, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Ah, c'est à Montpellier, Ouais, c'est à Montpellier. Ouais, l'équipe met un mois et demi à faire 26 minutes, ouais. Mais peut-être ils se dopent, hein, vous savez, moi je suis pas derrière eux. c'est dommage. Et sur Internet. Bah non, mais il y a l'appli. Ah bah non, il est pas encore dessus. Sur la... Oui, en fait c'est... Alors, on intègre très peu de personnages composités, c'est-à-dire en 3D, parce que ça coûte cher, c'est long. Et donc en fait, on filme les personnes sur fond vert, et ce sont des comédiens sur fond vert qui sont rendus sous forme d'ombres chinoises et qui sont intégrés à l'animation. Donc toute l'animation a été créée par les infographistes, sauf les personnages qui, on va dire à 90%, sont des figurants qui passent ensuite en ombres chinoises. Ensuite, on en a certains qu'on est obligé de compositer, mais on essaie de les réduire au minimum. Et ça va être l'inverse pour, justement, c'est aussi pour ça que c'est si long, ça va être l'inverse pour l'épisode en 8 minutes en réalité virtuelle, puisque quand vous vous promenez, si jamais vous avez des personnages en ombre chinoise, ils sont en 2D, donc vous allez vite vous apercevoir qu'ils n'ont pas d'épaisseur, et ça va créer un problème. Donc vous êtes obligé d'en compositer beaucoup plus, et du coup, c'est plus cher et c'est plus long. Mais j'aurais une question, parce que bon, sur Pompéi, des images virtuelles, des images en 3D, ça fait 20-25 ans qu'ils travaillent dessus. Est-ce que vous travaillez avec des collègues italiens, je pense notamment à Altair Quattro, qui ont fait pas mal de restitutions de Pompéi à partir des fouilles archéologiques? Non, en fait, on a déjà les images qu'on va utiliser en composité, puisqu'en fait, il y a déjà une équipe qui est allée là-bas, qui a filmé ce dont on avait besoin, donc ça a déjà été numérisé, donc on a tout ce qu'il nous faut là-dessus. Maintenant, en fait, on va y retourner via un coprod italien pour des images en drone, parce que des images en drone en réalité virtuelle, c'est chouette, quoi. Donc voilà, on va aller filmer ça, puis ça va être intégré aussi. Mais sinon, tout ce qui est la matière proprement dit de Pompéi, on l'a déjà. Une question qu'on a posée à Kim Ezerberg tout à l'heure. Du coup, j'imagine que vous suivez d'assez près ce qui se passe sur les casques de réalité virtuelle, qui sont un moyen de diffusion de ces films. C'est quoi quelqu'un faisait état du fait que finalement on annonçait un énorme boom et puis finalement ça prenait pas autant que ça. Enfin, c'est quoi un petit peu l'état actuel de la question et les avantages et les éventuels inconvénients? Alors, tout le monde dans le milieu cinéma est en train de se demander si la VR va faire exactement la même chose que la 3D ou si jamais ça va marcher. Donc après, c'est un pari sur l'avenir. Nous, on pense que ça va marcher. Donc, on investit dans la réalité virtuelle. Ce qui pose problème actuellement, c'est qu'il y a pas assez de contenu. Et c'est ça, donc on a la technologie, mais elle change en permanence, elle évolue en permanence. Donc il vaut mieux, en tant que producteur, je dirais, il vaut mieux, au moment où on va commencer la pré-production, se pencher sur quelles sont les différentes possibilités. Parce que si vous faites ça semaine après semaine, vous allez passer trop de temps dessus, quoi. Puis ça évolue trop vite. Il y a des choses qu'on attendait qui finalement sont très décevantes, et il y en a d'autres qui sont retardées, donc voilà, il vaut mieux attendre. Sinon, je trouve qu'il y a une grosse différence entre la réalité virtuelle et la 3D. C'est aussi pour ça que j'y crois bien plus. C'est que la 3D, finalement, vous aviez qu'au cinéma. Vous allez au cinéma et puis bon, voilà, vous regardez des films en 3D. Il y avait peu d'autres utilisations. Enfin, en grosse majorité, c'était ça. Alors que là, la réalité virtuelle, on la trouve déjà un peu partout. Vous avez des thérapies contre certaines peurs, comme l'agoraphobie, la peur des araignées, etc., qu'on traite via la réalité virtuelle. Vous avez des chirurgiens qui filment leurs opérations en réalité virtuelle pour les étudiants. En fait, c'est en train de passer dans... Il y a des musées aussi avec leur salle réalité virtuelle. Donc c'est de plus en plus utilisé, et dans d'autres domaines que le nôtre. Donc c'est pour ça, je pense que si jamais ça rentre à l'intérieur de la société, ça a plus de chances de marcher.
Sur le plan de la création, vous faites appel à des réalisateurs de jeux vidéo ou en quoi ça modifie c'est plus tout à fait le même travail de réalisation? Alors, si vous voulez, ça dépend comment... En fait, tout est à inventer en réalité virtuelle, c'est pour ça que c'est passionnant. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire un film qui soit interactif? Dans ce cas-là, c'est du jeu vidéo, c'est plus un film. Nous, on fait des films et on fait des programmes audiovisuels, donc c'est pas interactif. Vous subissez la vision du réalisateur comme on subit la vision du réalisateur lorsqu'on va voir un film. Donc nous, on a pris ce parti pris parce qu'on est une maison de production cinéma et audiovisuel. Après, les jeux vidéo dans ce domaine-là peuvent être intéressants aussi. Jusqu'à présent, ce que je regrette, c'est le manque d'originalité un peu de ce qui est sorti. Je vais me faire plein d'amis, mais en fait, souvent, c'est « oh ben, on est en réalité virtuelle, alors on prend la place d'un personnage ». Subjectivement, vous êtes à la place d'un personnage, on vous parle, on vous entendez vos réponses, mais c'est pas vous. Enfin, vous voyez, je trouve que là, c'est 1% de ce qu'on peut faire en réalité virtuelle. Il y a tout inventé. On n'est pas obligé de tout filmer à 360 tout le temps. Si vous avez envie de faire des close-ups, c'est-à-dire des plans d'une main qui fait quelque chose de plus important, rien ne vous empêche de mettre ça de face sur 90 degrés. En fait, de bande dessinée, si vous voulez, mais animée. Donc il y a plein de trucs à inventer, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Le but, quand un réalisateur fait quelque chose, il veut vous faire ressentir des choses au moment où il le souhaite. Et ben c'est la même chose, c'est sur le talent du réalisateur que ça doit être fait. Rien ne vous empêche de mettre des miroirs, et quand on voit quelque chose au niveau d'un miroir qu'on n'attend pas, on va se retourner. Et là, vous vous retournerez. Ou alors rien ne vous empêche de mettre des crissements de pneus avec un bruit à l'arrière et vous retournerez, voyez. Donc en fait, il y a vraiment tout inventé et il y a quelque chose de passionnant à faire pour faire des films en réalité virtuelle. Et une dernière question. On fait rentrer 2 interventions dans le temps vu. J'ai une question purement ergonomique, parce qu'effectivement, la réalité virtuelle et puis la simulation, de manière générale, ouvre des perspectives en termes d'écriture qui sont abyssales, on va dire. Il y a juste aujourd'hui, moi j'ai un problème d'ergonomie avec la réalité virtuelle. C'est que j'ai l'impression d'avoir l'œil sur mon écran de télévision, et ça me fatigue l'œil. Et le port du casque, au bout d'un moment, on transpire dessous, d'où le fait, à mon avis, que pour le moment, un jeu vidéo, quand on joue 2h30, c'est une petite session, finalement, on ne le fait pas avec un casque. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va s'éloigner de ça? Parce que moi, aujourd'hui, une expérience longue de réalité virtuelle, ça ne m'intéresse pas à cause de ça. C'est à cause de cette impression d'avoir l'œil, mais vraiment collé sur mon écran de télé, même si je suis à 360 degrés, avec la maille quand même de l'image qu'on voit. Et puis, ce moment où, au bout d'un moment, je commence un peu à transpirer là-dessous, et donc j'ai envie d'enlever le casque, quoi. Comment? Brièvement, alors en fait on est au début, c'est vrai qu'il y a la motion sickness, vous n'en avez pas parlé mais ça existe, hein, avec les mouvements qui peuvent être saccadés et qui peuvent rendre malades les gens. Certains sont très sensibles à ça. Plus ça va, plus les nouveaux casques arrivent et mieux ils sont. Donc vous avez aussi même le casque qui pèse sur le nez, au bout d'un moment c'est pénible, même sans la transpiration, etc. etc. Oui, c'est un travail d'équipe et de toute manière les casques vont être bien obligés de s'adapter pour que les gens puissent encaisser plusieurs heures de jeu ou de film, ce que je souhaite. Est-ce que vous pensez qu'on va pour le spectateur vers l'éducatif, le culturel, ou alors le simple, la distraction? Ah ben il y a tout, hein. Il va y avoir la même chose en réalité virtuelle. Vous avez des films porno en réalité virtuelle, ils peuvent plus faire d'argent parce que sur internet ils arrivent tout de suite, donc ils se mettent en réalité virtuelle en disant bon ben voilà, vous avez des jeux vidéo, vous avez des clips, enfin il y a vraiment de tout. Comme dans la télé il y a de tout, ça va de la télé-réalité à des choses très intéressantes comme Arte. Je pense que ça va être exactement la même chose en réalité virtuelle. Et tout le monde va y trouver son compte après. Voilà. Voilà, comme quoi la 3D au service de l'archéologie mène à tout, même au porno. Mais à Pompéi d'ailleurs, c'est un peu olé olé parfois. J'avais parié que j'arriverais à le placer le mot et j'ai gagné, je suis très heureux. Excusez-moi, mais Pompéi, vous me disiez? Il y a des scènes un petit peu suggestives, non? Dans le film? Non, à Pompéi de manière générale, non, c'est pas là-bas. Ah bon? Sur des bas-reliefs ou non, je sais pas, oui, c'est possible. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait des graffitis aussi qui étaient...
étrange. On enchaîne. Merci beaucoup d'être venu. Avec Bon, plaisir, désolé un merci. petit peu pour le... Mais voilà. On est tombé sur nos pattes. Bon, donc moi je vais vous présenter la dernière expérience de médiation et de diffusion de l'archéologie vers le grand public avec un objet inventé par Gutenberg il y a plus de 500 ans. Alors on sort vraiment de la réalité virtuelle et autres. Donc c'est un livre en fait. Mais quand même, c'est un livre au cœur duquel est placé à la fois la 3D, puisque c'est un bouquin qui s'appelle, comme vous le voyez, le premier chef-d'œuvre de l'humanité révélé par la 3D, et aussi les technologies numériques. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement en quoi, quel peut être l'intérêt de cette technologie pour ce type d'application grand public. Donc en fait, rapidement, c'est un projet Chauvet 3D, bon, c'est un peu comme ça le nom que je lui donne, qui a démarré pour moi en 2011. Et c'est un projet qui a eu un petit peu 3 étages. D'abord un étage plus presse grand public, puisque c'est un travail que j'ai réalisé avec un collègue photographe, Philippe Psaila, d'abord pour la presse magazine, type Figaro Magazine, Science et Vie et autres. Puis c'est devenu un projet, une envie et une réalisation d'un livre, donc le premier chef-d'œuvre de l'humanité en 2014. Et enfin, depuis 2015-2016, on a également décidé de décliner cette iconographie à laquelle on a eu accès de la façon dont je vais vous expliquer, sous forme d'exposition grand public pour les lieux de médiation culturelle, en particulier les musées de préhistoire, les bibliothèques, médiathèques et autres. En essayant toujours de marier l'imprimé, le print et le numérique avec cet objet emblématique que constitue la grotte Chauvet, puisque ce sont les plus anciens dessins connus de l'humanité. C'est vrai que je trouve que conceptuellement c'est intéressant, enfin, c'est excitant de révéler au grand public ces dessins qui sont les plus anciens connus, grâce à ce qui était en 2011, j'en dirai un mot, c'est plus le cas maintenant, la pointe un petit peu de la technologie numérique 3D. Parce que comme vous l'avez compris, tout va très vite et les scanners d'aujourd'hui font d'ailleurs dans la grotte Chauvet, puisqu'il y a un nouveau scan en cours, des acquisitions d'une qualité infiniment supérieure à celle qu'elle était en 2011. Mais bon, en 2011, on était bien content de l'avoir. J'étais d'autant plus content de l'avoir en 2011, cette acquisition scan, que moi en fait, je suis un grand frustré par rapport à la grotte Chauvet. Rapidement, donc, j'ai commencé à faire le métier de journaliste scientifique en 1995. Et c'est en janvier 1995 qu'on a annoncé la découverte de la grotte Chauvet-Pont d'Arc en Ardèche, quelques semaines après sa découverte. Et pendant 20 ans à peu près, j'ai écrit des articles sur la grotte Chauvet sans jamais y mettre les pieds, à peu près comme tous les journalistes, puisque c'était la décision de l'État de limiter sévèrement l'entrée des journalistes dans la grotte Chauvet. Ça, c'est pas trop grave parce que je pouvais raconter tout ce que me disaient les scientifiques comme Yannick, comme Jean-Claude, comme Jean-Michel Jeuneste. Et en tant que journaliste, on est un petit peu passeur de parole, donc ça ne me posait pas tant de soucis que ça. On avait un autre problème qui était que l'iconographie concernant la grotte Chauvet-Pont d'Arc était très réduite. En fait, elle était réduite à une trentaine d'images qui avaient été mises à disposition libre de droit par la DRAC Rhône-Alpes dès l'annonce de la découverte en 1995, et que finalement, à quelques exceptions près, on tournait du point de vue du corpus iconographique sur ces 30 à 40 images concernant une grotte de 9000 m² avec 1 millier de figures, dont 450 animaux. C'était un petit peu frustrant. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé c'est que, alors là, bon, je vais aller vraiment vite sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc, située donc dans cette falaise du Cirque d'Estre, à quelques dizaines de mètres de l'Ardèche. On y accède par cette vire là, naturelle, donc c'est par là que passaient les spéléos là, en 94 quand ils ont découvert la grotte. Ça, c'est déjà une image qui vous montre l'intérêt de la 3D, puisqu'en fait, aujourd'hui, la falaise du Cirque d'Estre ne ressemble pas du tout à ça, mais on a pu reconstituer, grâce à des enregistrements scan 3D de la falaise aujourd'hui, et au scan des blocs qui se sont détachés de la falaise à une époque et qui ont roulé dans la pente, on a pu reconstituer la taille et la forme du porche d'origine. Ça, c'est un des premiers intérêts de la 3D qui nous permet par moment de littéralement remonter le temps et montrer l'entrée de la grotte telle qu'elle était il y a 36 000 ans. Ça, c'est une vraie photo prise à l'intérieur de la vraie grotte Chauvet qui montre le tracé de passerelle qui contraint, y compris les scientifiques, donc Yannick Le Guillou ici présent représente, qui vont dans la grotte environ 1 ou 2 fois par an, qui doivent eux aussi rester sur ce cheminement de passerelle qui maintient les visiteurs et aussi les scientifiques
à distance de certains panneaux, parfois jusqu'à 6-7 mètres, qui fait que même dans la grotte, c'est pas toujours évident d'observer l'art pariétal et encore moins de le valoriser photographiquement pour le grand public. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2010-2011 ? Moi j'ai fait la connaissance de Guy Perazio, qui est ici à droite sur l'image, qui a donc réalisé le premier... Enfin, c'était pas du tout le premier relevé 3D, parce qu'il y avait déjà des choses qui avaient été faites auparavant, y compris dès 97 pour faire les premiers plans topo et autres. Mais donc en 2010-2011 a été réalisé le premier nuage de points, déjà assez ambitieux, avec 16 milliards de points, qui a permis donc de réaliser un enregistrement des volumes, tout d'abord, à travers le nuage de points. Pas de toute la cavité, pas de toute la grotte Chauvet, mais des panneaux pariétaux les plus importants et les plus intéressants. Et sur le nuage de points ainsi obtenu par les appareils scanners, a été réalisé ce qu'on appelle un texturage, c'est-à-dire, moi j'emploie la métaphore de la décalcomanie, informatiquement, on est venu apposer sur le nuage de points, qui lui enregistre les volumes de la paroi, la colorimétrie la plus exacte possible, à travers des clichés en haute définition, mais sans travail artistique, on va dire. Et en superposant cette information en volume et cette information en colorimétrie, on obtient ce que Guy Perazio, dont je vous parlais tout à l'heure, auteur de ce modèle 3D, appelle un clone informatique, pour une copie informatique assez proche quand même de la réalité. Et donc, ce qui nous a été rendu possible de faire, c'est de réaliser dans ce modèle 3D, ce qu'on appelle le modèle 3D texturé, un vrai travail photographique. C'est là que ça devient un petit peu intéressant, un petit peu conceptuel, mais donc là je vous demande de me suivre pendant juste quelques secondes. Donc mon collègue Philippe Saïla a réalisé un vrai travail de photographe sur la grotte Chauvet sans y mettre les pieds, parce qu'il était devant un écran d'ordinateur qui lui permettait de sélectionner des points de vue, qui lui permettait de sélectionner des éclairages, qui lui permettait de sélectionner des cadrages, et tout ça c'est la définition du métier de photographe. Sauf qu'il faisait ça sur une copie informatique de la réalité existante dans la grotte Chauvet. Donc c'est ça qu'on a pu ensuite valoriser, parce que ce que ça a permis, c'est de renouveler radicalement le corpus iconographique dont on disposait en 2011 sur la grotte Chauvet, avec des images beaucoup plus esthétiques que celles qui existaient. C'est pas parce que les scientifiques ou les gens qui travaillaient avant dans la grotte Chauvet étaient de mauvais photographes, c'est parce que dans la vraie grotte Chauvet, on est tellement contraint qu'il y a tout un tas d'opérations photographiques qu'on ne peut pas réaliser, dont on pouvait s'affranchir grâce au modèle 3D. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples, on a la possibilité, grâce au modèle 3D, d'aller dans un diverticule très reculé qui s'appelle le diverticule des ours, et de montrer comment, on ne voit pas grand-chose, hein, comment les artistes ont exploité les reliefs de la paroi pour faire ressortir certaines figures et certaines formes animales. Il y a la possibilité de réaliser des éclairages, donc, alors qu'on ne peut pas aller poser un projecteur au pied de ce panneau dit du cheval gravé dans la grotte Chauvet, des éclairages qu'on souhaite pour mettre en valeur les panneaux. Là, on est face au grand panneau des chevaux qui est en fait un triptyque. Pareil, vous voyez qu'il y a une sorte d'illumination, d'éclairage dans cette alcôve centrale qui a été obtenue informatiquement. Alors qu'évidemment, dans la grotte, on ne peut pas aller poser un flash à cet endroit-là. Bon, ensuite, il y a des détails qu'on peut obtenir aussi. Donc en fait, par contre, les contraintes, c'est qu'on est limité par la précision du relevé qui a été réalisé en 2011. Et parfois, les scanners n'ont pas non plus été disposés partout dans la cavité, parce que à un moment donné, pour poser un scan à un endroit, il y a des décisions qui sont prises par la conservation, et c'est possible ou ce n'est pas possible. Il y a la possibilité d'obtenir des points de vue qui ne sont pas possibles d'obtenir dans la grotte, comme ici cette petite alcôve dans laquelle un rhinocéros semble observer le panneau des chevaux, l'alcôve des lions et le panneau des rennes au premier, ici au milieu. Ça, c'est la salle du crâne, avec cette pierre sur laquelle a été déposé un crâne d'ours. Voilà, et ça, c'est la salle du fond,
la salle du fond de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, avec cette petite alcôve à l'intérieur de laquelle est situé un cheval qui mesure à peu près 60 cm de long. Et donc tout l'intérêt de l'outil 3D ici, ça a été de pouvoir zoomer par exemple, entre autres dessins, sur ce petit cheval pour obtenir donc l'image qui est sur la couverture du livre. Voilà, on arrive vraiment jusqu'au naseau, jusqu'au museau du cheval, et on arrive à faire apparaître des petits traits gravés à l'avant des naseaux. Alors, les scientifiques les avaient observés, simplement avoir des images qui permettent de montrer cette réalité de manière aussi précise et aussi émouvante. Voilà, c'est vraiment la nouveauté qu'a permis cette exploitation pour le grand public de ce modèle 3D. Voilà, donc ça c'est pour vous revenir sur la possibilité qu'on a de se rapprocher de plus en plus de la paroi et de rentrer dans la petite alcôve du petit cheval. La grande fresque des lions. Des lions, qui sont des lions et des lionnes, parce qu'en fait les lions de l'époque n'avaient pas de crinière, donc il y a autant de mâles que de femelles. Le pendant rocheux, donc vous voyez que les volumes sont également très bien restitués, et ça se voit encore mieux sur des séquences vidéos qui ont été réalisées à partir du même modèle 3D, puisqu'on peut animer une caméra pour obtenir non plus seulement des images fixes, mais des mouvements de caméra, avec un temps de calcul derrière assez élevé. Tout ça, c'est tout un travail lourd, voilà, mais qui nous motivait parce que ça nous permettait finalement de rendre accessible au public des choses qui n'étaient pas cachées, mais qu'on avait du mal à montrer du fait de toutes les limitations dont je vous parlais. Le modèle 3D a aussi servi de base à la réussite de la restitution de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, donc la caverne du Pont d'Arc. Le relevé 3D a été au centre, vraiment au cœur de la réalisation. Vous voyez ici cet ouvrier qui est en train de plier, de tordre des tiges métalliques en suivant le tracé qui lui est donné par l'ordinateur. Et les tracés qui sont dans l'ordinateur, c'est les tracés issus du relevé 3D des volumes de la paroi. Et donc ces tiges métalliques étaient ensuite assemblées en cages pour passer de la 2D à la 3D, du plan au volume. Et c'est ensuite ces cages métalliques qui constituaient le squelette de la caverne du Pont d'Arc, sur laquelle a ensuite été projeté des ciments et autres pour réaliser tout le décor pariétal. Donc voilà. Alors rapidement, donc ça a donné lieu à un bouquin. Le livre, on l'a voulu multimédia, c'est-à-dire que c'est un livre à partir duquel, en téléchargeant une appli gratuite qui s'appelle Synapse, on accède en photographiant, en flashant les pages du livre à des contenus multimédia. On n'a pas trop le temps, j'avais un petit film à vous montrer, mais qui est en fait un mouvement de caméra devant différents panneaux ornés, qui permet beaucoup mieux que les images fixes de se rendre compte de la façon dont les artistes de la période aurignacienne ont complètement intégré le décor pariétal à un relief extrêmement tourmenté et complexe, mais en utilisant ce relief. Et ça se voit beaucoup mieux dans les images animées. Donc voilà, l'idée c'est qu'on prolonge l'immersion à travers les pages du livre par une immersion, moi j'aime pas trop le terme de virtuel, on va dire une immersion informatique, parce que virtuel ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Là on est dans la copie de l'existant, on va dire, quoi. Et donc le step suivant, après le livre, ça a été de créer une exposition qui fonctionne sur le même principe. C'est une exposition au premier abord assez classique en panneaux, texte et images, mais c'est une exposition qui, elle aussi, comme le livre, est le point de départ à une exploration, à une immersion dans la grotte Chauvet le plus possible en 360, en tout cas en 3D, à travers aussi une appli ou un petit système qu'on a mis au point de génération d'une bulle Wi-Fi qui emmagasine les contenus, qui est associée au panneau, à l'intérieur de laquelle, avec un smartphone, une tablette ou une tablette qui est proposée par le lieu d'exposition, permet d'accéder à tous ces contenus numériques en ligne, donc interviews de scientifiques comme Jean-Michel Geneste, immersion dans la grotte Chauvet. Voilà, le même type de travail a pu être fait pour Lascaux. Ça, c'est aussi des images qui ont été obtenues à partir du relevé
3D réalisé par l'équipe Perazio dans Lascaux. Donc actuellement, la grotte Chauvet a fait l'objet, à peine 5-6 ans après le précédent scan, d'une nouvelle campagne de relevé, parce qu'entre-temps, comme on le disait tout à l'heure, les technologies ont tellement évolué qu'il devenait presque indispensable de réaliser à nouveau un relevé tridimensionnel. Et bon, c'est vrai qu'on est quand même surpris par la vitesse à laquelle le matériel évolue, et finalement oblige un petit peu les conservateurs, éventuellement les scientifiques, à courir après ces progrès pour réaliser des scans à des dates assez rapprochées. Ça, c'était juste un extrait d'une publique que je voulais vous montrer sur la 3D au service de la conservation des grottes ornées, mais c'est ce dont on a parlé ce matin. Le relevé 3D de Lascaux a permis de mettre au point ce qu'on appelle le simulateur Lascaux, qui est un outil informatique basé sur du code et des équations assez complexes de mécanique des fluides, qui permet de simuler la façon dont se comporte climatologiquement la grotte de Lascaux en fonction de paramètres tels que la température extérieure et autres. Et il y avait vraiment besoin d'un relevé laser très précis de la grotte pour mettre au point cet outil au service de la conservation. C'est un outil qui fonctionne tellement bien que, bon, ça va être annoncé dans pas longtemps, mais il y a une très très bonne nouvelle à Lascaux depuis peu, qui est que la machinerie climatique qui la maintient un petit peu en survie artificielle depuis des années a pu être arrêté actuellement, quoi. Donc la grotte a retrouvé une sorte d'autonomie. Ça, c'est le projet Grotte Ornée dont j'ai parlé ce matin aussi. Bon, même chose, là c'est vraiment l'emploi de la 3D plutôt pour la conservation et la recherche. Bon voilà, je voulais aller un petit peu vite, donc désolé si j'ai un peu survolé, mais c'était pour qu'on ait le temps de discuter encore un tout petit peu. Et si vous voulez, pendant qu'on discute, pour le plaisir des yeux, je vous propose quand même de regarder la vidéo, cette fois-ci, de la salle du fond. Bon, ça dure que 3 minutes. Donc là, on est d'abord dans le nuage de points. Dans l'ouvrage et autres, on précise bien quel est le statut de ces images. Ce ne sont pas des photos qui ont été prises avec un appareil photo dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc. De la même façon, on passe dans ce petit film du nuage de points au modèle texturé pour bien montrer qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la copie tridimensionnelle, quoi. Oui, ça permet d'obtenir, comme bon là, après, on a un petit problème de luminosité, mais bon voilà, ça permet vraiment de montrer en particulier le contexte des reliefs pariétaux en fait. Donc ça c'est la petite alcôve du cheval, du petit cheval. Des questions? On va laisser juste une observation, mais qu'on voit là aussi. Et j'ai vu aussi tout dernièrement un film réalisé à partir de la 3D, qui s'appelle Le Dernier Passage. C'est un projet c'est Jean-Michel Jeunesse, qui a... Ouais. Là, je fais la même observation. Ça touche à 3 points. C'est une question de l'échelle des dessins. C'est une question du point de regard, c'est-à-dire qu'on va parfois aller voir des volumes, on va voir dans ces restitutions qui ne correspondent absolument pas à des choses qu'on voit effectivement dans la grotte. Et puis c'est une autre question qui est celle un peu et pas que pour ça, mais de la restitution de capacité de l'humain et des problèmes de focale, etc. C'est-à-dire que c'est très beau ce qu'on nous montre là, même je le préfère au dernier passage, mais on est quand même dans quelque chose, une grotte, comme disait monsieur ce matin, au dernier sujet, c'est une grotte qui n'a jamais existé pour nous. Ce n'est même pas la grotte de 1995 de marché. Je suis d'accord avec ça. J'assume le fait qu'en faisant ce travail... Non, mais attention, c'est très intéressant et important, mais j'assume le fait qu'en faisant ce travail, quelque part, on montre quelque chose qui n'a jamais été vu, qui n'est pas vu et qui ne sera jamais vu, à moins de faire des choses dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc qu'on n'acceptera jamais de faire, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de Chauvet-Pont d'Arc révélé. Mais après, est-ce que ça va trop loin? J'admets qu'on se pose la question. J'ai bien compris, j'ai bien compris.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dernier projet avant qu'on passe à la conclusion de Didier Deloum? Je voulais revenir sur ce que vous avez dit à l'instant. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des choses que l'on voit que l'on n'a pas le droit de voir finalement. C'est un peu comme si on s'arrêtait à un point de vue qui est celui effectivement qu'on a quand on est spectateur du sol et que le reste ne doit pas être montré. Parce que je ne comprends pas très bien en fait. Moi, je parle de distorsions qui sont liées absolument à des questions techniques et privées. D'accord. Par rapport à la position de l'homme dans la grotte, indépendamment des points d'accès. On a, quand on marche, où que ce soit qu'on marche, on a un champ de vision avec des hauteurs qui sont. On a des angles par rapport au volume et au relief, et donc un champ de regard dû aux fonctionnalités de l'œil. Et ces choses-là, elles ne sont pas, au moins dans les films qu'on voit, elles ne sont pas, je sais, ça va peut-être évoluer, mais pour là, elles ne sont pas prises en compte par les réalisateurs de ces films. C'est peut-être des choses qui sont très complexes en matière de métier pour intégrer à l'intérieur de la 3D ces contrastes qui sont ces éléments qui sont vraiment des éléments humains. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais on pourrait se poser la même question avec tu sais, des télescopes qui nous font parvenir des images de choses qu'on verra jamais, qui sont des objets célestes. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une part de... Enfin, bon, on est un peu dans le même type de questionnement. Ça n'empêche que ces images ont une valeur et qu'elles peuvent aussi apporter quelque chose, quoi. Bien. Oui, non, c'est intéressant. C'est juste pour je voulais rebondir sur autre chose qui avait été dit un petit peu avant pour terminer là-dessus, c'est que je trouve qu'il y a enfin moi de mon expérience, ça fait 15 ans, 20 ans que je fais des films sur l'archéologie et que je travaille avec des scientifiques et je trouve qu'il y a une évolution importante qui s'est faite sur ces 15 ou 20 dernières années concernant justement l'accès à ces technologies, mais aussi le rapport que nous on peut avoir, nous néophytes, chargés de vulgariser des connaissances quelquefois en des temps très rapides, avec des gens qui ont passé toute leur vie à étudier un sujet et à qui on demande d'être très concis, d'être efficace et donc d'adopter un vocabulaire qui est souvent pas du tout le leur, hein, parce qu'on est dans un autre domaine. Au début, ça a été compliqué. Moi, j'ai des souvenirs de rencontres un peu difficiles avec ces archéologues qui n'acceptaient pas de jouer ce jeu-là. Et donc, aujourd'hui, je trouve que c'est devenu quelque chose qui se pratique beaucoup plus. Alors, ça amène d'autres questions, il y a des conséquences, il y a des partages de technologies qui se font également, mais je voulais souligner que ça avait beaucoup changé et que du coup, on est maintenant dans un rapport qui se fait qui est plus facile. Ouais. Monsieur Deloum, si vous voulez venir nous tenir quelques propos en termes de conclusion, et puis ensuite on se dira au revoir. Oui, je vais être rapide. C'est difficile de faire une conclusion, puisqu'on fait au fur et à mesure de développement de la journée, on avait l'impression qu'au contraire, on avait un élargissement progressif et de plus en plus important du champ d'interrogation, que ce soit des scientifiques que des médiateurs. Et c'est un petit peu difficile d'avoir des conclusions, tant soit peu, même provisoires, sur l'état des questions qui nous intéressaient aujourd'hui. On peut reprendre un peu l'articulation de la journée, puisque la matinée était plutôt consacrée à des problématiques de l'utilisation de la 3D pour la recherche archéologique. Et puis l'après-midi, plus sur les questions de médiation. Moi, à chaud, comme ça, c'est un petit peu mes principales observations. On a évoqué ce matin, moi, ce qui ressort de ce qui a été présenté, des échanges aussi qui ont eu lieu à la suite des présentations. Moi, j'ai retenu le terme de transition numérique, en fait, de manière assez générale sur la journée. Ce qui me frappe, c'est cette idée de transition numérique. La 3D, c'est l'illustration même de la transition numérique qui agite le champ de l'archéologie actuellement, depuis quelques années. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que visiblement, cette transition numérique, elle n'en est pas au même stade, qu'on soit dans le monde de la recherche ou qu'on soit dans le monde de la médiation. Et du coup, c'est un petit peu là où ça semble achoper à certains moments, c'est que dans la médiation, on va vite. On veut aller vite, et de fait, on va vite parce qu'on a la technologie qui va vite et qu'on se l'approprie peut-être de manière plus aisée et plus évidente que dans le monde de la recherche. Et du coup,
voilà, la différence de vécu entre cette transition numérique et cette appropriation de l'outil 3D entre les chercheurs et les médiateurs au sens large, ça m'a assez frappé. Concernant la recherche, voilà, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est la question du foisonnement, le foisonnement des méthodes d'enregistrement. Chacun, de manière assez empirique, choisit une méthode, choisit des outils, choisit des... Voilà, et s'approprie... voilà, on a des non-spécialistes qui s'approprient des méthodes de spécialistes. Alors ça a provoqué la réponse de certains photogrammètres qui ont rappelé quand même que la photogrammétrie c'était une vraie discipline, hein, c'est professionnel. Ce qu'on tendance à oublier, il y en a eu des échanges entre midi et deux aussi là-dessus, ce qu'oublient souvent les archéologues, parce que l'archéologue est un peu toujours dans un complexe de polyvalence et de je suis capable de le faire, je suis capable d'apprendre à le faire, et pour l'avoir vécu moi directement quand j'étais plus sur le terrain, c'est un petit peu peut-être le défaut qu'ont les archéologues, c'est de vouloir apprendre à tout faire. Et à un moment donné, il faut savoir à quel moment renoncer à faire ça et à le confier à quelqu'un dont c'est réellement la profession. Voilà, c'était une observation que je voulais faire, pour avoir été un peu victime moi aussi, pour d'autres aspects techniques de la démarche archéologique. Il y a des fois, on se dit, je vais apprendre à le faire, c'est bon, je vais en plus ajouter ça comme corde à mon arc. Et au bout d'un moment, quand on est sur de la géomatique et sur la 3D, il vaut mieux laisser faire quelqu'un qui fait ça à plein temps. On a parlé de formation aussi, nécessité d'une formation, c'est un peu lié à ce que je viens de dire aussi précédemment. Je pense qu'il y a matière dans le monde professionnel de l'archéologie à mettre en place vraiment quelque chose de réfléchi en matière de projet de formation sur ces questions-là, y compris, je prêche pour ma paroisse, du point de vue notamment en archéologie préventive des agents prescripteurs, parce qu'on a entendu les agents de l'INRAP qui eux réalisent sur le terrain les opérations et font les observations, mais les services de l'État qui prescrivent ces opérations, il faut bien qu'ils définissent un cadre, et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, puisque là en matière de photogrammétrie 3D, ça se fait, mais c'est encore très ponctuel et c'est lié vraiment aux compétences de l'agent prescripteur. Et là, quand on a des agents prescripteurs qui ne sont pas nécessairement, par exemple, archéologues du bâti, les archéologues du bâti, il y en a en Ariacera, il y en a quelques-uns, ils sont peut-être plus sensibilisés à ça, et encore pas forcément tous, mais ceux qui n'ont jamais touché à ces problématiques-là, c'est difficile pour eux d'intégrer dans des cahiers des charges d'opérations ces paramétrages-là. Donc, pour résumer aussi, une nécessité d'une réflexion méthodologique au niveau national. Je pense qu'en fait, on voit chaque établissement ou chaque service ou chaque collectivité en train de bâtir des méthodologies propres. Je pense qu'il y a matière quand même à mettre en commun ce qui s'est fait, à faire une espèce de bilan et à voir un peu s'il y aurait des protocoles un peu normalisés à mettre en place dans le domaine archéologique. Sur les méthodes, mais c'est aussi sur les standards de stockage. On a vu que c'était quand même un gros sujet. Qui stocke, comment on stocke, quelle place ça prend, qu'est-ce qu'il faut prévoir et comment ça risque d'évoluer. C'est un peu la difficulté, c'est la prospective. La prospective sur le moyen terme, est-ce qu'on va continuer à stocker de manière exponentielle des fichiers avec des volumes de plus en plus énormes et pourquoi ? Pourquoi le stocker? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est de la donnée publique qu'il faut absolument sauvegarder ou pas? J'ai déjà évoqué ce matin là aussi la perspective qui n'était pas le cœur de la journée sur l'utilité de la 3D sur la conservation des monuments, l'idée des constats d'état. Pour moi, c'est un outil tout à fait pertinent pour établir des constats d'état sur des monuments, des sites archéologiques, notamment en élévation, essentiellement en élévation. Je rappelle juste. Concernant plus particulièrement ce qui a été vu cet après-midi, les projets à destination d'un public plus large, la médiation, ce qui m'a frappé, moi, c'est la variété, l'extrême variété des supports. Je trouve que là, on rejoint l'idée du foisonnement aussi. On a de l'image de synthèse, du web documentaire, etc. En fait, voilà, c'est assez sidérant de voir qu'en 4-5 ans, on arrive à une telle variété du paysage et des outils qui sont mis à disposition du public. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est peut-être à certains moments le manque de questionnement
c'est lié, que ce soit de la recherche ou de la médiation, c'est la même chose. Manque de questionnement sur qu'est-ce qu'on veut faire à la base, avant de lancer même un projet, avant de choisir un outil, c'est quoi l'objectif? Quel public on veut toucher? Qu'est-ce qu'on veut que le public fasse par rapport à l'outil? Est-ce qu'on veut qu'il soit actif? Ou est-ce qu'on veut simplement lui donner de l'information de manière un peu plus passive? Et je pense que dans un certain nombre de projets, pas nécessairement ceux qui ont été présentés cet après-midi, mais j'en ai accompagné d'autres antérieurement, souvent on se retrouve avec un produit et puis on se dit ah oui, mais en fait c'est pas très adapté finalement à ce qu'il aurait fallu faire. Parce que je pense il vaut mieux des fois peut-être un peu ralentir les choses, se poser avant de lancer, avant de choisir un prestataire, avant de définir un cahier des charges, et se dire qu'est-ce qu'on veut réellement faire, à quoi on veut que ça serve, et quel est l'objectif. Est-ce que c'est juste de l'information? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une appropriation? C'est pas anodin. Je pense que moi je suis conservateur du patrimoine, je pense que la conservation du patrimoine, ça passe aussi par la sensibilisation des populations et des collectifs, et la sensibilisation du collectif, c'est une appropriation. Et pour l'appropriation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente de donner de l'info, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait une interaction? Et voilà. J'ai pas de réponse là-dessus, mais je me pose des questions. Voilà, j'ai vu aussi la gêne des professionnels parfois par rapport à ces outils grand public, la gêne des archéologues, parce qu'en fait le chercheur est plus dans un effacement par rapport à l'objet de sa recherche, et là j'ai vu la gêne par rapport à certains des acteurs qu'on faisait figurer dans des web documentaires ou dans des visites virtuelles. Moi, ça me surprend pas que ça choque les chercheurs, mais je pense qu'il y a une question d'empathie aussi. Donc on est sur deux démarches qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et qui ne doivent pas utiliser les mêmes ressorts de toute façon. Voilà, je ne vais pas m'appesantir plus. Vous voyez que ça m'a ouvert plein de perspectives, et je pense qu'à vous aussi. Et du coup, l'idée d'avoir des forums de ce type, du type de celui d'aujourd'hui, qui puissent nous permettre un peu d'avancer, de présenter des réalisations, mais également de susciter de la réflexion et de la mise à plat de la méthodologie, ça me semble complètement utile, et ça légitime cette première journée. Et on peut remercier à ce titre Marc de l'organisation de cette journée professionnelle. Merci. Bon, merci à tous les intervenants et au public qui est venu assister à cette première, comme je l'ai dit ce matin. Donc c'était une volonté depuis quelques années, et il se trouvait que ça s'est concrétisé cette année suite à des discussions avec Dominique Garcia et Didier Deloum également il y a 2 mois environ, qui nous ont encouragés à mettre en place cette journée. Alors ça a été assez rapide, ce qui fait que la journée a été annoncée un peu tardivement. En plus, c'est une période un peu compliquée, la fin de l'été, etc. Mais bon, voilà, il fallait le faire. Moi, je sentais bien qu'il fallait le faire, que ça répondait à des besoins réciproques. Bon, maintenant, il faut qu'on améliore la formule, évidemment. Et donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une configuration comparable et avec un programme qui viendra un peu compléter. L'idée, c'est quand même de continuer un peu sur cette question des nouvelles technologies appliquées à l'archéologie, et de faire une espèce d'actualité un peu chaque année, en essayant de faire un peu le point à travers les différents projets en cours, que ce soit du côté scientifique et médiatique, évidemment, en suivant évidemment l'évolution des technologies qui vont très très vite. Donc voilà, je vous remercie d'être venu, et je vous souhaite donc une bonne continuation au niveau des rencontres, et je vous dis à un détail, Marc, merci à toi. Et puis on voit que tu n'as pas été attentif à toute la journée, mais comme ça a été filmé, tu pourras l'écouter. Toutes les saisons sont chargées, donc c'était bien de le faire maintenant, c'était très agréable. Les annonces, de toute façon, justement, ça a été diffusé. Le public était présent et les discussions étaient très riches, donc non, on n'a pas essuyé les plâtres, c'était vachement intéressant. Tu verras, on te racontera. Tout à fait. Merci Parce que beaucoup. quand tu dis que ça peut être amélioré, non, c'était très bien.
bien. Juste une chose, ça a été filmé, qu'est-ce que... Le niveau. Non, les films vont devenir quoi? Est-ce qu'on peut les voir? Les films vont être en ligne à partir des jours prochains. On va essayer d'aller assez vite pour la mise en ligne. Et donc ils seront à disposition sur le site rencontre-archéologie.com, qui est le site donc, des rencontres. Et ils seront également en ligne sur YouTube en accès direct. Ben, merci à toi pour l'invitation et j'espère que voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à animer et j'ai trouvé qu'on avait vraiment eu des échanges riches, fructueux. Enfin, voilà. Merci à tous en tout cas et à toutes pour vos interventions.